ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue sur le podcast du Premier Cercle, Feu Premier Cercle Telegram. Les podcasts reprennent et réouvrent sous un nouveau format, des épisodes plus espacés les uns des autres pour un contenu différent que j'espère vous prendrez autant voire plus de plaisir à écouter. J'enregistre donc aujourd'hui avec un tout nouveau congénère, un invité un peu spécial pour ceux qui suivaient le Premier Cercle régulièrement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Il s'agit de Bobby qui est en face de moi. Alors comment allez-vous mon cher ? Ça va super, merci beaucoup pour ton invitation Johan. Tu as été assez réactif j'allais dire sur Telegram, ou en tout cas tu as su marquer les esprits, on peut pas dire ça autrement, mais c'est pas pour ça que j'enregistre avec toi aujourd'hui, même si je vais te laisser la parole en majorité. J'ai surtout envie que ton discours, qui est celui de beaucoup de gens et le mien notamment, permette à ceux qui le souhaitent de découvrir une vision différente du métier, qui peut-être leur permettra de prendre du recul sur la foodtech et d'arriver à mettre en place certaines choses, de côté pour avancer plus positivement et surtout de façon plus constructive. C'est donc l'occasion de te découvrir. Par quoi est-ce qu'on commence, dis-moi ? Écoute, j'aimerais bien commencer par une petite question en fait, parce que c'est un truc qui me trottait pas mal dans la tête. C'est est-ce que, on va dire que c'est pas forcément pour que tu me répondes, hein, c'est vraiment pour les gens de manière générale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait, quand vous regardez par exemple, vous ouvrez un article sur votre ordinateur, quand vous allumez la télé ou même sur un post Facebook, de vous dire à travers une sorte de scène documentaire, bah ouais mais c'est bizarre parce que c'est pas du tout comme ça que moi je l'ai vécu, ou carrément en fait c'est faux quoi, c'est pas la vérité. Parce qu'en fait tu le sais très bien Johan, c'est par rapport à ce constat là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à bosser ensemble, parce que selon nous la vision des coursiers et de l'activité de livraison en général, elle est vachement faussée. J'ai cet exemple assez marrant d'un de nos collègues sur Bordeaux, donc qui est coursier également, qui livrait un moment dans une petite rue et qui a été arrêté par un passant qui lui disait un peu l'air révolté, un peu le Robin des Bois des pavés bordelais, qui lui disait... Un peu silencieux, écoute, on est avec vous, on vous soutient, on sait que c'est dur. Et quand il m'a dit tout ça, il était là, mais je comprends pas du tout pourquoi il m'a dit ça, alors que tout va bien pour moi. Ouais. Et donc c'est ces petites anecdotes là qui soulèvent tout un tas de questions sur comment on est perçu en fait. Et je vais dire on, parce qu'on partage plus ou moins le même point de vue, même si c'est en effet, je vais peut-être plus parler sur cette partie-là. Certaines divergences, effectivement, mais voilà. Il y a un fond commun, ouais, mais voilà, j'aimerais du coup en profiter pour donner une espèce de vision du terrain, du métier, de l'activité qui est propre à moi, et voir parler un peu de l'avenir, de ce qu'on peut en faire dans l'avenir. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aurais voulu faire une petite présentation de circonstances, si tu me permets. Oui, exactement. Donc moi je suis coursier depuis mars 2016. Je suis essentiellement sur Paris et je viens en fait par intermittence sur Bordeaux sur des temps de vacances. Donc on va dire à chaque fois sur 2-3 semaines, mais jamais sur un temps plus conséquent sur Bordeaux. J'ai bossé avec pas mal de boîtes différentes, pas mal d'expériences différentes dans la livraison. Voilà, c'est ça. Donc pour faire la petite liste rapide, j'ai bossé avec Nestor, avec Pop Chef, avec Foodora, avec Food Cherry, avec Lime qui nous a quittés, avec Foodora, avec Nelio qui nous a quittés aussi, avec Frischti, avec Stuart, avec Deliveroo, avec Uber Eats. Petit bagage. Voilà, petit bagage, mais au final... Il y en a peu qui sont restés sur le long terme au niveau de ces boîtes-là. Ouais. J'ai testé pas mal de choses. Il y en a pas mal qui proposent des services différents. Des formats de paiement différents, de facturation différents. Voilà, etc. c'est ça. Ouais. Et il y en a qui se sont détachés que moi je trouvais plus intéressants et moins contraignantes. Je bosse, j'ai fait du temps plein comme du temps partiel. Je le dis comme une anecdote, mais je pense que c'est intéressant pour pouvoir se projeter sur ce qui va être dit plus tard. C'est qu'en général, j'arrive à prendre 6 semaines de vacances dans l'année, sachant que je fais que cette activité de coursier en indépendant. Donc j'ai pas de petits congés payés qui me permettent d'aller me balader. Et pour parler de tout ça, je vais m'appuyer sur les expériences les plus significatives que j'ai eues, donc à savoir avec Uber Eats, Stuart et Deliveroo. De toute façon, on va se baser là-dessus, effectivement, sur les grosses plateformes qui concernent le maximum de monde. C'est ça, en effet, en plus, c'est les plus significatives. Par contre, j'ai une question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu as déjà travaillé en électrique ? Il me semble pas.
En électrique ? Ouais. Non, du tout. Non, Donc, moi j'ai tu fais fait. partie de ceux qui bossent Voilà, uniquement en vélo. j'ai bossé 1 an avec mon ancien VTC avec lequel je roulais avant. Ça m'a causé quelques petits soucis, on va pas dire de santé jusque-là, mais j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes au niveau des genoux. Ça m'a poussé, parce que j'en avais envie et parce que là j'étais un peu contraint, à aller sur un vélo de route. Donc je suis parti sur un entrée de gamme très sympa de chez Decat, qui me tient là depuis 3 ans, et qui est parfait, que je vais d'ailleurs devoir faire des petites retouches comme tu le sais dessus. Mais voilà, moi j'ai jamais bossé en électrique, parce que c'est aussi pour ça que je fais staff, parce que je me suis pris à beaucoup aimer le vélo. Ouais, comme beaucoup, hein. Voilà, c'est souvent ça. En général, quand les mecs Mais du coup, accrochent, c'est vrai que si aujourd'hui je devais passer en électrique ou même en scoot, j'y verrais beaucoup moins d'intérêt en fait à rester dans ce taf là et pas partir sur autre chose. Ok, du coup moi je vais resituer un petit peu le contexte pour moi, parce qu'il y en a peut-être des nouvelles personnes qui écoutent les podcasts. Ça fait 3 ans que je suis coursier à plein temps. Je bossais dans des bureaux avant, dans des boulots qui me plaisaient plus ou moins, voire plus moins que plus. Et on a tous connu ça, je crois. Ah ouais, c'était assez différent de ce que je vis aujourd'hui. Et voilà, donc moi pareil en fait, hein, le vélo, moi ça fait 1000 ans que j'en fais, depuis tout petit. Donc forcément c'est un truc qui me correspondait plutôt pas mal. Du coup le plein temps s'est assez vite imposé. Et ma spécialité, on va dire que c'est de créer des groupes fédérés, etc. C'est ce que j'ai fait un peu pendant 3 ans. C'est comme ça du coup que on s'est rencontrés aussi, hein, parce que j'avais eu connaissance par le biais d'un autre coursier, je crois que c'était l'année dernière, pendant les fêtes de Noël. Et c'était lui qui m'avait dit tiens, tu connais Telegram. Je pense que s'il avait su ce qui allait se passer quand j'allais arriver sur le groupe, il s'en mord les doigts aujourd'hui. C'est clair. Mais voilà, ouais, c'est comme ça en effet. C'est par le biais du Telegram du premier cercle qu'on a pu échanger ensemble là-dessus. C'est un des derniers groupes que j'ai créé effectivement pour ouvrir un petit peu le Telegram à tous les coursiers, puisque avec la venue de beaucoup de nouveaux profils, beaucoup de gens qui étaient là temporairement, qui ne s'intéressaient pas spécialement au métier, qui ne se rendaient pas compte de la valeur qu'on pouvait, de la valeur de staff en fait, ce qu'on pouvait en tirer. Et bien du coup je me suis dit on va créer un groupe vraiment pour les casus, pour tout le monde. Et c'est ça, non mais t'as bien fait, parce que comme tu le disais là sur la valeur du boulot, c'est qu'on se retrouve avec des situations où c'est toujours hyper clivant entre ceux qui disent, comme je le disais tout à l'heure, qu'en gros c'est un métier super précaire où on peut pas en vivre, ou à la limite on parle d'esclavagisme moderne, et puis t'as ceux qui viennent se vanter de faire à chaque fois des chiffres mirobolants. Enfin, du coup on n'a pas de point de vue réel en fait sur tout ça, c'est purement de l'émotionnel, où tel jour, comme j'arrive pas à bien bosser, je dis que je suis un esclave, et tel jour, comme j'ai trop bien bossé, je vais m'en vanter à toute ma famille et dans toute la rue, quoi. Et là, effectivement, le but c'était de regrouper un petit peu tout ça pour uniformiser un peu l'état d'esprit, en tout cas pas uniformiser, mais faire en sorte que les gens interprètent et comprennent ce travail de la même façon que tout le monde. En fait, voilà, créer une communauté tout simplement. Et du coup, comme tu le sais, cet été, ça s'est un petit peu déraillé, en tout cas par rapport à l'état d'esprit initial du groupe, sans rentrer trop dans le détail. Ça n'a pas vraiment d'importance pour ce podcast, mais effectivement, je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est communauté pour faire justement que des podcasts maintenant, et des podcasts un petit peu one shot sur l'état d'esprit même dans lequel on évolue. Et c'est ce qu'on va faire sur ce podcast-là, puisqu'on va parler du coup uniquement de comment percevoir le travail, comme je l'ai dit, de façon plus positive, plus constructive et moins destructrice pour nous-mêmes, parce que c'est un boulot qui prend beaucoup de temps au niveau de l'esprit, physiquement, etc. Et pour les gens qui bossent en tout cas à plein temps dans staff. Et c'est vrai que quand on part sur une vision négative du métier, qui demande un psychologique assez, un mental un peu de fer. Non, mais c'est ça, et c'est que c'est pas facile d'évoluer à travers un job où tout le monde te dit que t'es un peu un minable sous-payé, complètement, payé à la tâche. Il y a une image de soi qui est pas forcément hyper belle, même au niveau des restos. Il y a plein de restos qui te respectent pas parce que t'es coursier, hein, donc sans parler des gens sur la route, etc. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais en tout cas voilà, on va essayer de positiver un peu tout ça et d'avancer, de faire un petit peu présenter un esprit 2.0 un petit peu. C'est ça. Voilà. Et puis voilà, du coup on passe à la suite, c'est parti. On reprend de suite avec une première question qui est une question assez importante. Est-ce qu'un coursier
peut vivre décemment de son métier aujourd'hui, en 2019-2020? Est-ce que c'est possible? Non, c'est sûr que c'est une question importante, hein, j'ai même envie de dire, pour clarifier, et j'aimerais aussi dans un second temps que ça puisse permettre à certaines personnes qui s'interrogent sur le fait de faire ce boulot-là, si ça vaut vraiment le coup. Je vais donner un petit exemple que je trouve assez accrocheur, encore une fois, sur la perception que peuvent avoir les gens. C'est ces petits, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais souvent dans les restos, des fois t'as les gens qui, tu sais, ils marmonnent un peu entre eux, et des fois t'entends un petit peu des mots genre ah, tu sais, pas facile ce boulot, putain, ils sont courageux. Et les regards pèsent lourd. Hein, non, c'est ça, c'est que t'as tout de suite l'impression d'être un alien en faisant ce taf, alors que bon, moi je le dis souvent, moi j'ai fait des boulots physiques très difficiles où j'ai dû abandonner le lendemain parce que physiquement j'étais en PLS dans mon lit, c'était terrible. Et donc c'est vrai que forcément le métier de coursier je le trouve pas si difficile que ça. Et je l'appelle le chef-d'œuvre, hein, parce qu'il était vraiment incroyable. Je livrais une maison dans Paris. Bon, ça donne une idée du niveau de la personne qui le livre, évidemment. Où donc c'est la femme qui récupère ma commande, et elle commence à fermer la porte, et là j'entends son homme au loin qui fait « Mais attends, tu lui as donné un pourboire, tu sais quand même qu'ils sont payés au lance-pierre », et donc elle revient avec de quoi me donner un pourboire. Bon, forcément sur le coup j'étais content d'avoir mon petit pourboire, mais ça... Encore une fois, ça fait partie de ces petites choses qui interrogent pas mal sur comment on est perçu. Et certains coursiers te diraient que cet homme a raison d'ailleurs. Hein. Oui, en effet. Et c'est, je pense, aussi le sujet de cette émission-là. Donc oui, faut pas se leurrer, c'est un métier précaire. C'est difficile de planifier tout ça sur le long terme. Mais non. Et là j'insiste, c'est un non majuscule que je me suis écrit sur mes notes, c'est qu'on n'est pas mal payé du tout quand on sait bien s'y prendre. Parce que c'est tout le problème, c'est que tu peux être mal payé, tu peux être bien payé, on est entrepreneur, il n'y a pas de garantie de quoi que ce soit qui permette d'être tous au même niveau. Et on va dire que c'est une anecdote, une technique, voire une méthode d'usage que moi j'emploie et que je conseille vraiment d'appliquer, c'est que ça sert à rien de réfléchir à un CA horaire, donc chiffre d'affaires horaire, hein, parce que c'est, pour moi, le métier s'y prête pas. Là où des activités où par exemple ça va être intéressant de voir le CA horaire, c'est des personnes qui font beaucoup moins d'heures, parce qu'ils font des interventions ponctuelles beaucoup plus chiffrées. Je pense à la photographie par exemple, où c'est des mecs qui vont être, bon, même si le marché fluctue pas mal, mais bon, de base c'est des mecs normalement qui sont payés 100-200 euros de l'heure de moyenne. Donc là c'est quelque chose qui est intéressant pour eux pour se projeter et quantifier leurs prestations. Nous on est sur un travail beaucoup plus où on va faire plus d'heures en fait, on va dire plus d'heures d'activité propre. Et donc pourquoi ? Donc pour cette raison déjà, pour moi ça me paraît pas pertinent de calculer ce CA horaire, et aussi parce que le métier est super aléatoire. On est d'accord que pour resituer, on touche pas du tout la même chose suivant la météo, on touche pas du tout la même chose suivant le moment de la journée. Ça peut d'une heure à une autre, ça peut complètement varier. On peut avoir plein de courses qui sonnent entre 13 et 14, et à 14-15, plus rien à voir. Ouais, voir s'il y a un bug en plus de la plateforme. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Ça varie aussi suivant les saisons, ça varie suivant les jours fériés, ça varie suivant les vacances. Donc de base, moi ça me fait presque de la peine de me dire je vais calculer mon CA horaire, alors que je sais qu'en bossant par exemple le matin, je vais peut-être me retrouver à faire que 5-10 euros de l'heure parce que ça n'a pas du tout sonné. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se fixer plus un CA quotidien, hebdomadaire, voire mensuel, pour pouvoir là vraiment plus quantifier. Parce qu'au final, si une personne elle est prête à s'investir 10 heures dans une journée, ça peut être possible, et tant mieux si elle peut. Il y a plein d'entrepreneurs dans la menuiserie, dans la maçonnerie, d'autres entrepreneurs qui travaillent, qui font des heures énormes et qui ont du mal quand même à se rentabiliser. Donc en fait, c'est plus à nous de fixer un objectif plutôt que de se braquer sur ce qu'on gagne à l'heure, puisque cet objectif va nous permettre en fait de nous projeter un peu plus dans cette activité. Alors c'est une forme de prise de recul, moi je suis totalement d'accord avec ça, elle est hyper importante et nécessaire sur le moyen long terme, on va dire ça comme ça. Mais j'aime bien, moi par contre, avoir ce taux horaire en tête et me dire là je suis en train de faire tant de courses, etc. Alors je n'y pense pas tout le temps, mais je t'avoue que j'ai un exemple là, qui est assez récent,
où j'étais confronté à ce vrai problème en fait qu'on a quand on est coursier, c'est la différence entre le psychologique et ce qui se passe vraiment. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 heure, je prends un exemple d'une heure, c'était 19-20 je crois, j'ai vraiment galéré. C'était vraiment le genre de shift avec un rythme nul, vraiment, tu sais que tu t'attends au restaurant, t'as pas de course, ou alors t'en reçois mais elles sont complètement pétées, bref, tu sais, ça te démoralise. Ouais, Tu commences ton shift, et tu reçois que de la merde et ça se passe mal. Et au final, j'ai relevé la tête à 20h, j'ai fait le calcul de ce que j'avais gagné et je me suis rendu compte que j'étais à 20 € de l'heure en fait. En gros, j'étais à peu près à 4 courses de l'heure. Au final, ce qui est tout à fait correct. Ce qui est correct. Et alors que j'étais en mode, là, je vais peut-être m'arrêter, ça sert à rien de rouler. Et vraiment, et pourtant, ça fait longtemps que je roule, tu vois. Et j'ai encore ces réflexes-là, en tout cas, j'ai encore cette faiblesse-là, cette fragilité-là de me dire putain, ça marche pas, ça tourne pas, nana. Et bien voilà, au final, ce petit horaire, tu vois, moi il m'a aidé, mais sur un moment précis en fait. Donc, je dis pas que c'est pas valorisant. Moi voilà, j'aime bien être là mes petits midis, surtout à Paris, comme c'est un peu plus dense au niveau du centre. J'aime bien à chaque fois faire mon petit calcul et me dire j'ai réussi à monter à 30 €. C'est valorisant pour nous, ça je dis pas, ça aide un petit peu à se booster, mais c'est plus, encore une fois, je pense qu'il faut pas en faire une finalité. Complètement, de ce calcul il faut horaire. arriver à prendre du recul au moment où surtout quand ça va pas en fait. Surtout quand ça va, parce que quand ça va pas, c'est que forcément tu es dans un creux à un moment donné. Ça peut ne pas aller sur un moment de la journée, ça peut ne pas aller sur un moment de la semaine, du mois, de la saison. C'est comme ça, comme tu dis, il y a les vacances, il y a la pluie, il y a des choses comme ça. Là, c'était les vacances récemment. Ça a vachement impacté le volume de commandes par rapport au nombre de coursiers. Bon, après, des fois, on sait jamais vraiment s'il y a trop de coursiers, pas assez de coursiers, ou trop de commandes, pas assez de commandes. Ça, on sait jamais. Ça, malheureusement, on n'a pas du tout de visuel là-dessus. Le résultat, il est là, c'est que toi, t'as pas de course de toute façon quand il y a des mecs, quand ça marche pas. Voilà, des fois l'après-midi, des fois le matin. En tout cas, voilà, quand ça arrive, en tout cas à ce moment-là, tu te dis, c'est le moment où pour moi, il faut prendre effectivement ce recul-là et arriver à se dire, bon, là, ça marche pas, c'est pas pour ça qu'il faut que je m'arrête. Parce que ça va aller mieux après et que quand je tirerai une moyenne globale à la fin du mois, là je verrai si c'était un mois de merde ou pas. Voilà. Oui, non, en effet, ça permet de bien prendre du recul sur notre boulot. Je sais qu'il y a pas mal de mecs qui peuvent se braquer. Enfin, j'en ai entendu certains qui me disaient même qu'ils allaient jusqu'à regarder combien ils avaient gagné tel mois et qu'ils en faisaient une moyenne à l'heure. Mais concrètement, en fait... À quoi ça va nous servir cette moyenne à l'heure, à part parce qu'en fait, concrètement, une moyenne à l'heure, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est qu'il rentre ce qui arrive sur notre compte. Ouais, sur le compte. Ouais. C'est ça la finalité de toute entreprise. Et c'est vrai que moi, ça fait partie des points que j'aimerais aborder. Bon, là, c'est pas le plus pertinent, mais c'est vraiment ce rapport au travail horaire, parce qu'en fait, ça ramène au SMIC, ça ramène au salariat, et ça ramène à toutes ces choses où on n'arrive pas à s'en dégager, en fait. Et c'est là qu'effectivement, on aborde le problème du salarié déguisé ou de l'indépendant. Dans quel camp on se trouve exactement, parce qu'il y en a qui préfèrent être payés à l'heure. Tu dis que, je suis d'accord avec ça, qu'effectivement le taux horaire est important, mais c'est pas non, il est pas très important, pardon, mais c'est pas non plus à négliger complètement. Non, mais voilà, je pense que c'est une base sur laquelle on peut s'appuyer un premier temps pour optimiser ses performances, en fait, on va dire. Ça permet d'optimiser ses performances, comme toi ce soir où t'étais un peu déprimé, et en fait, quand tu t'es posé pour regarder, tu t'es dit non, en fait, ça vaut le coup, et je suppose que ça t'a donné envie de repartir derrière. Là, oui, complètement, ça allait mieux, c'est clair. Voilà, c'est ça. C'est clair. Donc je pense que c'est bien pour optimiser, mais en fait, quand tu prends du recul sur le rush et que t'es plus en train de bosser, faut pas oublier que l'objectif principal, c'est ce que tu touches à la fin du mois qui te permet d'aller au mois suivant, voire d'avoir une avance de 2-3 mois. Mais je comprends qu'il y en ait qui fassent la moyenne horaire à partir d'un salaire mensuel, on va dire, pour avoir un aperçu et voir si effectivement ils ont été bien payés, mal payés, etc. Ça a marché ou pas. Mais après, on y viendra tout à l'heure. C'est la façon de voir et de remédier à ça et de l'anticiper aussi. Voilà, c'est comme ça. On va détailler après, pointer du doigt certaines choses, identifier le vrai problème en fait. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas au sujet suivant par hasard ? Je fais juste je vais dire micro-parenthèse, même si je sens que ça peut vite fait rapidement s'étendre, mais je vais essayer de faire simple, ça, parce qu'en fait je voulais bien juste partager mon expérience vraiment parce que la question initiale c'était est-ce qu'il est possible d'en vivre aujourd'hui, et est-ce qu'on peut bien en vivre. Moi, mon expérience en quelques mots, c'est qu'à la base, pendant 1 an, j'ai commencé je bossais avec des boîtes qui payaient à l'heure.
Je faisais des journées beaucoup plus denses, de 10-11 heures des fois. Donc j'étais pas forcément très bien payé à l'heure. Mais par contre, je note, et ça c'est s'il y a des personnes qui s'interrogent un peu sur le métier, où je trouve c'est important de le dire, c'est que moi ça a été quelque chose de super formateur pour m'éduquer au job. Parce que ça m'a appris les petites combines, ça m'a appris les bons restos, ça m'a bien quadrillé la zone. Donc tout ça, ça a été super formateur. Après, pour une personne qui veut gagner plus et qui est prêt à bosser vraiment, moi je conseille largement d'être payé à la course. Parce que c'est là où on pourra le plus optimiser. C'est ce que je préfère moi personnellement. Bah voilà. C'est ça. Moi, et pourtant c'est des vieux coursiers. Je parlais avec un pote, un vieux gars qui s'en a depuis longtemps, et ils préfèrent être payés à l'heure. Pour eux, c'est un gage de. C'est vrai que moi, être payé à l'heure, je trouve que ça a pas mal de contraintes, autant pour la plateforme que pour nous. On y viendra après. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je préfère être payé à l'heure. À être payé à l'heure. Je commence à me mélanger déjà. Donc être payé à la course, je voulais dire. Et à noter, petite anecdote qui permet peut-être de se projeter un petit peu, c'est que moi je suis absolument pas intéressé par un CDI dans le cadre de cette activité. Moi je suis devenu coursier parce que je veux être indépendant, parce que ça me permet de faire tout un tas de choses où je vais pas m'épancher dessus là, mais ça me semblait important de le dire. C'est la liberté que t'offre. Voilà, c'est ça. Le statut de. C'est ça, et je pense qu'il faut pas le négliger. Je fais du 35-40 heures par semaine et ça me permet de dégager plus qu'un SMIC net. Je vais pas donner de chiffres plus précis parce que ça serait un peu trompeur et comme ça fluctue de mois en mois, je trouverais pas ça forcément honnête. Mais voilà, je sais que je me fais plus que le SMIC net, ça me permet de vivre, je vis sur Paris, etc. Tu imagines bien que derrière ça occasionne quelques coûts supplémentaires. Mais donc pour finir sur cette question de est-ce qu'il est possible d'en vivre aujourd'hui, je dirais juste, parce que c'est aussi ce qu'on a, mais je voulais mettre vraiment les mots dessus, c'est toutes les questions d'anticipation et d'adaptation en fait. C'est comment on va anticiper nous les différentes saisons, les différents moments, les différents tarifs, et comment on va s'adapter à ça. Il faut pas que les gens s'empêchent d'utiliser la liberté de nos statuts, parce qu'on parlait justement, on n'est pas en CDI, et c'est parce qu'on n'est pas en CDI qu'il faut pas hésiter à multiplier les plateformes avec lesquelles on travaille et pas se braquer sur une seule plateforme. Et il faut pas hésiter à utiliser d'autres activités à côté. Moi je te l'ai dit, tu le sais, je fais des fois de la téléprospection à côté, ça me permet un petit peu sur des périodes où par exemple j'ai un petit coup de mou, j'ai envie de faire un truc un peu plus posé, ou je sens que c'est une période un peu plus calme, ça me permet de temporiser et justement d'anticiper un petit peu. Et je finis sur ça, c'est que l'objectif final, en tout cas selon moi, c'est pas justement d'être un salarié déguisé, parce que cette notion là de salarié déguisé elle dépend aussi de nous. Et je pense que c'est pas notre objectif final. L'objectif final, comme je le dis et j'insiste dessus, c'est nourrir notre entreprise de chiffre d'affaires. Ouais, complètement. Ok, écoute, très bien, on va passer à la suite de suite. C'est parti. Question numéro 2, mon cher Bobby. Est-ce que l'on peut dire que les plateformes exploitent vraiment les coursiers ou pas ? C'est vraiment un gros sujet, un gros débat, ça. Ouais, c'est clair. Après, ça paraît normal que des personnes se posent des questions, parce qu'en plus, c'est vrai je pense que parce que ça grandit très vite, ça devient de plus en plus difficile de communiquer en fait avec les plateformes. Donc là, pour le coup, je trouve cette question vraiment légitime. Parce que c'est très difficile, on peut pas mettre de visage en fait sur les plateformes. Aujourd'hui elles sont toutes, à part Stuart, elles sont toutes à l'étranger, et Stuart se garde bien quand même de rester un peu en fantôme pour pas qu'on ait d'interlocuteur direct. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qui je pense se comprend parce qu'on est beaucoup. Ouais, et c'est compliqué. Et les coursiers ont du caractère. Coursiers ont du caractère. Moi, pour exemple, je citerai pas la boîte, mais c'était une boîte qui est, je crois, exclusivement sur Paris, mais qui a pas mal évolué depuis, où ils donnaient pas le nom, la vraie adresse de leur siège social. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains coursiers qui attendaient devant le faux siège social pour aller la mettre aux dirigeants. Ah ouais, des vraies menaces par message, etc. Donc en effet, je dis pas que ça justifie tout, mais bon, c'est des choses qu'il faut quand même remettre en perspective aussi. Mais donc pour répondre à cette question, moi j'aimerais commencer en disant que faut voir les partenariats avec les plateformes sur du court terme. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais je pense que c'est super important pour que nous on se protège en fait, parce que les plateformes elles vont prendre des décisions sur lesquelles on n'a aucun poids,
et des décisions qui peuvent nous être défavorables. Ouais. On en a beaucoup discuté, c'est là où ça a commencé à dégénérer entre les coursiers par rapport à ces fameux nouveaux tarifs. Là, ça a été tout le sujet donc des nouveaux tarifs cet été, où ils ont un peu explosé tout ce qu'on pouvait toucher. On n'avait plus de tarif minimum, ils payaient un peu plus les longues courses, et là bon, ça a été une situation, ça touche à notre chiffre d'affaires, forcément c'était électrique entre tout le monde. Il y a eu toute la partie manifestation dont on parlera après. Et ça me semblait important de parler de ces nouveaux tarifs parce que forcément ça fait partie de ces décisions où je me dis vaut mieux voir tout ça sur le court terme, parce que ces décisions elles vont impacter notre organisation personnelle en fait. Là je repense donc à ces nouveaux tarifs. Moi je fais partie des coursiers qui faisaient beaucoup de petites courses, d'un pour se préserver et de deux parce que c'est aussi plus facile de quadriller et d'être plus optimal en fait. C'est une façon de travailler après, c'est ça. Si ça rapporte de l'argent au final. Et c'est vrai que cette partie-là de coursiers ont été vachement impactés négativement en fait par ces nouvelles décisions, et donc on arrive à une situation où certains s'en sortent, d'autres non, et donc là c'est pour ça que moi je dis faut voir ça sur le court terme, mais je dis aussi que c'est notre responsabilité en fait de prendre du recul sur cette situation, parce que tout simplement tout le monde le dit, j'ai l'impression que tout le monde dit oui on sait que c'est ça, mais que personne ne le prend vraiment en considération. C'est que les plateformes ont pour objectif le même que toute entreprise, augmenter leur chiffre d'affaires. Faire de l'argent, complètement. C'est ça. Et donc forcément, ces plateformes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles étendent leur marché. Elles étendent leur marché pour toucher de nouvelles cibles, elles étendent leur marché pour toucher plus de monde. Ça paraît logique qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent se faire livrer qui sont à l'extérieur plutôt que celles qui sont dans le centre. Jusque-là, c'est un truc de communication, de consommation, qui me paraît logique. Et donc, elles vont avoir besoin de plus de coursiers qui seront prêts à aller au-delà de la rocade, au-delà du périph' sur Paris. Du coup, des tarifs adaptés aussi. Des tarifs adaptés. Donc forcément, si on anticipait, nous, de notre côté, un peu plus ces changements-là, là, les nouveaux tarifs, ils seraient moins surprenants. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivaient pas du tout, et je pense que le problème n'est pas encore totalement réglé. Mais en tout cas, avant cet été, ils n'arrivaient absolument pas à s'occuper de ces longues distances parce qu'on n'avait pas d'intérêt. On n'avait pas d'intérêt, nous, en fait, à les faire parce que comme on avait notre petit fixe, etc., on avait plus intérêt à faire des courses en dessous des 2 km que de partir à 5-6 km. Enfin, j'ai vu des courses qui montaient. Moi, je suis allé jusqu'à 14 km la course. Sauf que 14 km, si tu te fais, par exemple, une dizaine d'euros, tu te dis ça peut être cool, mais pour 14 km c'est pas terrible, sachant qu'il faut revenir dans ta zone. C'est ça, tu recevras pas de commande. Voilà, t'as la malchance de rentrer sans eau à vide, c'est mort pour toi. C'est du temps perdu, effectivement. Donc en fait, c'est hyper important pour nous d'anticiper que ces changements-là, ils sont logiques. Enfin là, on voit que pour moi, il risque encore d'y avoir des changements, puisque reste que des commandes ne sont pas livrées. Moi, tu vois, ne serait-ce qu'hier, j'ai livré sur une des villes annexes de Bordeaux à Florac, où le client, il a attendu 1h30. Donc forcément, ce qui est sûr, c'est qu'ils réfléchissent, je pense, à des solutions pour éviter qu'il y ait ce genre de problème, parce qu'ils peuvent perdre des clients, et c'est une entreprise et ils veulent pas perdre de clients. Jusque-là, ça paraît normal. Du coup, ils sont en train de brainstorm pour essayer de savoir comment... Du coup, moi je pense qu'ils sont en train de brainstormer. Justement, c'est un peu le sujet de la plaisanterie que je m'étais noté pour après. Parce que tu le sais, Johan, nous on est absolument pas dans l'optique que les plateformes sont là pour nous arnaquer directement, parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui pointent du doigt les plateformes en disant ça. Et je repense donc à cette image des mecs qui brainstorment, où on a presque l'impression dans la bouche de certaines personnes que, alors je prends l'exemple par exemple de Deliveroo, vu que c'était le sujet de toutes les manifestations, en gros que Deliveroo serait presque prêt à faire des réunions avec comme intitulé alors les mecs, comment on va faire aujourd'hui pour arnaquer les coursiers, qui a des idées, qui brainstorm, et là c'est les PDG de Deliveroo qui font cette réunion là. Donc on en vient un peu à des extrêmes que je trouve un peu absurdes pour le coup, parce que ça vient ce que je voulais dire après, c'est que faut réaliser, encore une fois, et plein de gens le savent, mais peu se mettent vraiment dans cette situation là où nos besoins ne sont pas les mêmes que celles des plateformes. Donc nos besoins en tant que coursier ne sont pas les mêmes que celles des plateformes. J'irais même jusqu'à dire qu'elles sont contradictoires. Parce que nous, on veut beaucoup de courses, mais si nous on a beaucoup de courses, les plateformes, elles ont le risque de voir des commandes qui ne seront pas honorées.
Parce que s'il y a un flux de courses important, forcément, il peut ne pas y avoir assez de coursiers. Sauf que le cas inverse, c'est que s'il y a un gros recrutement pour pouvoir honorer toutes les commandes, nous, on se retrouve avec des commandes beaucoup plus rares. Et donc, ça devient un petit peu plus pénible pour nous en tant que coursier. Ouais. Et je pense que ça, c'est important de le mesurer parce que il n'y a pas forcément Deliveroo n'a pas d'intérêt à nous mettre dans une situation difficile. C'est juste que l'état actuel du marché et du rapport qu'on peut avoir avec ses partenaires fait que on a des besoins différents. De toute façon, là, Deliveroo, depuis le début, moi, depuis que j'ai commencé, il y a toujours eu des problèmes, que ce soit de leur côté, avec les coursiers, ou les coursiers avec Deliveroo et les plateformes de manière générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avances, à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui sont mises en place, des nouvelles applications, des nouveaux trucs, il y a toujours un problème qui est identifié par la plateforme. Ça avait été, par exemple, là en ce moment les commandes qui sont refusées, mais ça avait été aussi à un moment donné les commandes qui étaient laissées au restaurant parce qu'on n'avait pas la possibilité de les refuser, du coup on passait par le service client à l'époque, oui, etc. Oui. Ils ont mis en place en fait au final plein de choses hyper positives pour nous, mais qu'on a souvent mis de côté. C'est ça. C'est normal qu'ils le fassent, sauf que non, c'est pas normal, ils font juste ce qui leur permettent de gagner plus d'argent, en tout cas d'en perdre le moins possible avec des courses, quoi, du coup. Donc c'est vrai que ça, il faut arriver à pas l'oublier et effectivement anticiper un minimum. Là, on voit que les courses, il y en a plein qui sont pas livrées, notamment par rapport au problème de la Garonne qui sépare les deux rives. C'est vrai que nous, pour le coup, sur le Bordeaux, on a moins ce problème-là parce qu'il y a sur Paris, on a moins ce problème-là parce que y a plus de ponts qui font la jonction entre les deux rives. C'est vrai que vous ici, vous avez des ponts. J'en parlais justement avec un de mes frères il y a 2 jours là où je lui disais, c'est ça qui est difficile en fait pour appréhender Bordeaux, quoi. C'est que comme il y a peu de ponts, tu vas être moins enclin à traverser si derrière tu dois faire tout un détour pour aller parce qu'en fait objectivement il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui fait un temps de trajet, qui fait une vraie tarification à la distance. À la distance, non. Moi, je vois au niveau des distances qui peuvent... s'ils devaient prendre exactement le tracé de tout le détour qu'il y a à faire, les prix seraient beaucoup trop élevés au vu du prix de la commande, en fait. Et l'arrivée des scooters, du coup, elle est due à ça aussi, parce que ces mecs en scooter... on les a... ils comblent un besoin que nous, à vélo, quand il faut aller livrer à Mérignac Extra Boulevard, personne ne le ferait à vélo, tu vois. Et heureusement que ces mecs-là sont là aujourd'hui. Et je te le dis, tu vois, alors qu'il y a un an, c'est des podcasts enragés et tout, tu vois. Et voilà. Mais par contre, je pense que voilà, ces courses qui sont livrées avec des distances où il faut faire une espèce de grand U pour faire le tour, passer par un pont, machin, même les mecs en scooter la font pas. Donc du coup, les commandes, il y en a plein qui sont pas livrées, sans parler des problèmes de pluie, où là, avec la nouvelle tarif qui est quand même extrêmement basse et qui n'est plus bénéfique sur les courses courtes, du coup, même quand il pleut, les courses courtes, elles sont beaucoup moins intéressantes. Il y a beau avoir des primes, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est pas forcément hyper bien. On l'a vu pour le premier soir où il y a eu le premier soir de pluie, sur la nouvelle tarification. Le premier soir de pluie, c'était peut-être une ou 2 semaines, je vais arriver après la nouvelle tarif. Oui, c'est ça, c'était mi-août. Voilà, c'était un dimanche soir, donc c'était vraiment censé être soir de rush. Il y a un paquet de restos qui sont restés avec un paquet de commandes sur les bras derrière parce que personne voulait les prendre et tout le monde s'était arrêté net. Et il y a une espèce d'effet de masse comme ça, de mecs, de coursiers blasés qui déjà étaient blasés par la tarif et qui en plus ont vu la pluie arriver, zéro prime, ils ont fait c'est bon, j'entre chez moi. Et les restos, il y en a plein, c'était une cata. Franchement, je sais pas comment ça c'est ce qu'il y a eu comme retour au niveau des chiffres. C'est important, tu parles d'effet de masse, j'aimerais bien revenir dessus. Bon, pas tout de suite, parce que c'est pas mais l'effet de masse que tu disais quand tout le monde s'arrête, c'est une force que nous on doit appréhender en fait, et je pense qu'on s'appuiera un peu dessus après. Le point qui me semblait important, parce qu'on a parlé pas mal du salariat déguisé tout à l'heure, et faut avoir conscience en fait que les plateformes aujourd'hui, elles essayent de plus en plus de se dégager du salariat déguisé pour des raisons, je pense, juridiques. Et parce que derrière, il y a, je pense, trop de contraintes pour elles. Je prends tout l'exemple, on parlait tout à l'heure de tarification à l'heure. L'ayant fait, je peux témoigner, c'est que ça, c'est pas terrible en termes de compétitivité. Si t'es payé à l'heure, tu vas moins te donner. Complètement. Et je pense que c'est un taf où t'as besoin de te donner. Enfin, tu vois, moi, des fois, je fais le choix, même si je suis payé à l'heure. Franchement, des fois, j'ai la flemme.
alors je vais faire moins de courses, je vais y aller plus tranquille. Enfin, tu vois, après, c'est à moi de doser un petit peu l'effort que je vais mettre. Mais le problème du tarif à la course, c'est quand est-ce que tu as envie de te donner vraiment. Parce que tu sais que tu es payé. Donc, tu n'as pas d'intérêt d'aller booster le resto si jamais tu vois que les mecs sont un peu trop pépères. Tu n'as pas d'intérêt à prendre des raccourcis, à machin. Enfin, en fait, tu vas te promener et tu vas pas du tout rendre ça rentable. Et il y a des extrêmes qui étaient vraiment monnaie courante à un moment donné avec des Deliveroo où au moment où c'était payé à l'heure. Je me souviens des gars qui habitaient rive droite et qui restaient loin de la zone j'ai du connu centre, ça aussi et qui chillaient chez eux tranquille à être payés à l'heure. Ils passaient des heures là parce qu'ils savaient qu'ils ne recevraient pas de commandes vu qu'ils étaient trop loin de la zone. Mais par contre ils étaient payés puisqu'ils étaient connectés. C'est ça. Voilà. Et voilà, on tombe sur des problèmes comme ça qui font qu'on arrive non, c'est ça, c'est plein d'utilisations où derrière faut mesurer que je pense qu'il faut savoir jouer avec les plateformes. Encore une fois, on va aussi en parler après, mais je pense qu'il faut mesurer que chacune de nos utilisations un peu frauduleuses entre guillemets, elle aura un impact négatif à un moment ou un autre. Et ces utilisations frauduleuses, comme tu dis, elles sont normales en fait, parce que chacun essaie justement de faire en sorte de faire rentrer de l'argent. Alors soit en faire rentrer beaucoup, soit en faire rentrer normalement sans le moindre effort. Chacun sa vision des choses, et le truc c'est que la communauté de coursiers représente tellement de profils différents, tellement de gens différents, et puis un volume de personnes tellement différents que forcément si t'as 10%, 20%, ce qui est pas grand chose en soi, mais de personnes qui s'amusent à faire ça, enfin qui s'amusent en tout cas qui le font, point. Forcément ça impacte et c'est pas négligeable pour les plateformes qui sont dans une relation, dans une optique de compétition, parce qu'il y a quand même des poids lourds à côté qui sont là, et entre Uber et Deliveroo par exemple, voilà, c'est quand même la guerre, quoi. Donc, là c'est les deux gros pontes de la food tech. Bon voilà, même si moi je respecte Stuart parce que j'ai été à un moment donné amené à pas mal bosser avec eux, c'est vrai qu'ils peuvent pas faire le poids en termes de communication et d'expansion, et ça encore une fois c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on porte tel ou tel jugement sur une plateforme. C'est que derrière tout ce qu'ils font en termes d'investissement, si nous on bossait à notre compte on pourrait pas le faire. Donc oui, il y a des contraintes à bosser avec les plateformes, mais derrière ça a des avantages non négligeables en termes de communication, en termes d'application, en termes de technologie. Enfin, j'en passe. Je vais pas je vais pas te vendre là tout de suite les applications, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, pour ce truc de salariat déguisé, je pense qu'aujourd'hui les plateformes vont être peu à peu toutes poussées à ne plus proposer de tarification à l'heure, parce que ça impose trop de contraintes qui vont être de la subordination. Genre, si tu veux être payé 10 € de l'heure, il faut que tu fasses 3 courses. Si tu veux. Voilà, je dis ça, c'est un exemple à la con, mais c'est plus dans l'idée de. Ils veulent pas avoir de problème sur cette idée de subordination, même si en effet, il y a des coursiers qui seraient intéressés par cette tarification à l'heure. Sauf que derrière, en effet, ça pose trop de contraintes, et je pense que c'est même plus intéressant pour nous en tant que coursier, dans tous les cas, comme je te le disais, moi, je trouve, en tout cas. de s'en dégager. Et donc. C'est juste sur ces 5 points que j'ai abordés. Je voulais juste conclure avant de juste vous parler d'un petit cas pratique dont en parlait Johan tout à l'heure. Il faut vraiment prendre en compte les besoins des plateformes. Donc quand on dit prendre en compte, parce que ça paraît tout de suite un gros mot, j'ai eu pas mal de problèmes avec d'autres coursiers qui étaient là, tu les défends, enfin tu connais bien le truc, c'est que dès que tu défends les plateformes, tout de suite t'es un collabo et tu bosses pour eux. Honnêtement, j'aurais bien aimé si ça m'avait permis d'avoir des petits bonus. Moi, je suis prêt à tout. Non, j'ai aucun intérêt à les défendre. C'est juste que pour moi et pour les autres, je pense que c'est important en fait de prendre en compte ces différents besoins, parce que ça permet en fait d'anticiper la logique de leur fonctionnement. Et c'est un gros mot, mais bon, de reprendre le pouvoir sur notre entreprise, parce que c'est un peu toute la question de ce qu'on discute là, c'est de reprendre ce pouvoir-là pour pas être dans une forme de subordination, de soumission par rapport à ce que proposent les plateformes. Comme tu le disais, on n'a plus d'interlocuteurs aujourd'hui avec les plateformes, donc c'est compliqué de les comprendre, compliqué d'échanger avec elles. Donc le but, c'est de nous-mêmes, indépendamment, essayer de comprendre et anticiper. C'est ça. Pour mieux, comprendre pour mieux anticiper. C'est ça, et c'est surtout anticiper ne veut pas dire accepter. Encore une fois, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Il faut bien se dégager de tout ça. Et comme je disais, la notion de reprendre le pouvoir, il y avait le cas pratique dont tu parlais tout à l'heure de ce qui peut se passer sur les temps de pluie.
Parce qu'aujourd'hui, il y a cette grande question de mais bon, sur les temps de pluie, les tarifications ne sont pas adaptées et on n'a plus de primes depuis déjà 2 ans, je crois même. Enfin, ça fait assez longtemps. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on se projette pas du tout dans cette situation-là. Moi, je suis le premier là. Là, on est dans une période en plus où il pleut tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Enfin, c'est un enfer. Encore une fois, à nous d'assumer si on décide de bosser. Et qu'on accepte les tarifs. Moi, j'aimerais juste qu'on se projette dans une situation où, je sais pas exactement comment ça fonctionne dans Deliveroo, mais j'imagine bien qu'ils doivent avoir des mecs qui sont un peu spécialisés dans les analyses de comment se passent les journées, etc., pour pouvoir ajuster pour les prochaines fois et mieux anticiper telle ou telle période de l'année. Imaginons juste le mec qui est dans son bureau et qui prend les analyses, les rapports de Deliveroo, des courses qui ont été honorées, pas honorées, etc. Ce mec-là, il voit pas s'il fait beau, il fait pas beau, il pleut, il neige, il vente, il y a des tornades, il le voit pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est les chiffres. Donc aujourd'hui, si nous, en tant que coursier, on accepte les tarifs qui sont proposés quand il pleut, on peut pas se plaindre derrière parce que ces mecs-là qui analysent, ils peuvent pas se mettre dans notre peau, ils sont pas à notre place, ils sont pas dehors, c'est pas leur job de toute façon. Ils ont des responsabilités autres qui sont de fournir le meilleur service aux clients qui vont livrer et donc d'adapter leur plage, d'adapter leur tarification pour nous, pour qu'on soit enclin à plus travailler et de gérer pour le cas de Deliveroo, de gérer les places qu'il peut y avoir sur les plannings pour qu'il y ait suffisamment de coursiers ou pas trop pour pas que ce soit la galère pour tout le monde. Et donc ce mec-là, si on lui fait pas comprendre à un moment donné que telle période, par exemple, s'il voit que telle période, il n'y a pas eu beaucoup de coursiers et qu'il y a eu peu de commandes acceptées, tu vois, il va s'interroger. Et là, il va commencer à rentrer dans la journée, rentrer dans le détail pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et de se dire, là, les mecs, on peut bien faire ce qu'on veut, mais là, il va falloir augmenter les prix ou il va falloir ouvrir plus de place sur les plannings parce que on vit pas, enfin c'est méchant dit comme ça, je sais bien, mais on vit pas dans un monde de bisounours où le donneur d'ordre, quel qu'il soit, va augmenter les prix juste pour nous faire plaisir ou parce qu'on a jugé qu'à tel moment il y avait une contrainte. Déjà parce qu'on fonctionne tous différemment. Il y a des personnes, ça va les gêner la pluie. Il y en a d'autres non. Il y en a où moi j'ai déjà froid dehors. Il y en a ils sont presque en t-shirt encore. Donc à partir de là, moi j'estime à ce moment qu'il faut peut-être déjà une prime pour la température. Alors pour d'autres non. Donc en fait, ils vont se baser sur, on va dire, on va appeler ça un effet de masse. Et donc c'est là où nous, entre guillemets, on doit reprendre notre pouvoir sur les différentes décisions que les plateformes vont pouvoir prendre et inverser cette tendance-là et ne pas accepter les courses si on n'est pas d'accord. Moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, j'en ai ras le cul. J'ai besoin d'argent, ok, c'est un fait. Mais des fois, j'en ai ras le cul. Je trouve pas ça respectueux. Je trouve que le tarif des courses, il est pas adapté. Donc, j'en refuse beaucoup plus. C'est peut-être à ma petite échelle. Ça fera peut-être aucune différence. Mais moi, je préfère me placer dans cette position-là. Et on va tout de suite partir parce que quand je t'avais dit ça la première fois, tu m'avais dit ce contre-argument que tout le monde dirait, c'est ouais mais bon les mecs, vous êtes bien sympas avec votre bien-pensance, mais il faut bien bosser. Déjà j'ai envie de vous dire, je sais, vous inquiétez pas, on a tous besoin de bosser. Là je suis en train de regarder derrière Johan le temps qu'il fait, savoir qu'il fait déjà tout gris, que les arbres sont en PLS eux aussi, et que c'est un enfer. Mais pourtant, il va bien falloir y aller, si je dois y aller, je dois y aller. Et si je suis pas motivé, écoute, je me connecterai pas. Mais après, c'est à moi d'assumer derrière. C'est ça le vrai truc important. Et donc, ce que j'ai envie de vous répondre, si vous vous dites, faut bien bosser, et donc entre guillemets, on est prêt à accepter n'importe quoi, c'est vous voyez le problème au mauvais endroit en fait. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, faut assumer si on roule sous la pluie et qu'on accepte ce tarif. Ça, c'est un premier point. Reprenons nos responsabilités encore une fois. Si là, je vais dehors et je suis prêt à... je sais que si je vais dehors, je vais me dire putain, c'est con, ils nous foutent des tarifs à la con. Sur le moment, je sais que je vais être agacé. Sauf qu'après, il faut que je rentre et que je me dise juste, prends du recul. T'étais pas obligé d'accepter. Tu vas pas finir sous un pont si t'as pas fait tes 3 courses ce soir. Donc, assume que t'as accepté de bosser pour ces tarifs-là. Ou alors, t'assumes en amont et t'y vas pas. Et tu bosses pas et tu te rattraperas à un autre moment.
parce qu'en fait on a tout à fait possibilité d'anticiper ce genre d'événement en bossant plus à tel moment, en remplaçant un shift par un autre. Encore une fois, sur le papier c'est facile de dire ça, mais bon, d'expérience je sais que c'est possible. Si telle semaine je travaille pas beaucoup pour X raisons, parce que voilà, j'estime que les tarifs ne sont pas bons, je peux remplacer par une autre semaine. Sauf que si on ne fait pas ces efforts là, derrière il ne peut pas y avoir de modification. Deliveroo ne va pas, Deliveroo, Uber Eats, Stuart ne vont pas changer leur fonctionnement pour nous faire plaisir. Parce que c'est ça, être indépendant. Être indépendant, c'est anticiper et savoir mettre en place certaines choses pour pouvoir prévenir des possibles aléas de la météo, etc. Non, c'est ça, et clairement. là, on est indépendant. Et là où c'est plus facile pour, par exemple, je prends l'exemple d'un monteur vidéo qui viendrait en renfort, donc c'est un indépendant, et il viendrait en renfort pour M6 qui a besoin d'un monteur supplémentaire pour telle émission, ce mec-là, comme il a un interlocuteur direct, lui va pouvoir lui faire part directement de toutes ces choses-là. Nous, on doit fonctionner différemment. Ça sert à rien de se plaindre et de dire ouais, mais bon, on peut pas leur parler, c'est nul, c'est machin. En fait, ça sert à rien pour nous qu'on fasse ça, parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Et puis on se place dans une position un petit peu de demandeur d'aide et de machin. C'est ça. Qui est pas, en plus, qui n'a finalement pas d'intérêt, parce qu'on le voit. Il y a 2-3 ans, on aurait pu se dire ça peut avoir un impact de se positionner en tant que un peu que victime comme ça, en disant les gars, on a besoin de vous, nous lâchez pas avec vos prix parce que ça part en cacahuète. Là, on le voit, ça fait des années que c'est en place. Maintenant, les plateformes, on voit que les manifestations ne servent à rien. En tout cas, que ça a un impact qui est extrêmement faible. Et ça ne ralentit même pas le système, puisque les plateformes continuent, indépendamment de tout ce qu'on demande, d'évoluer dans leur sens à elles, en fait. Donc c'est un partenaire qui est totalement sourd, en fait, de tout ça, et parce qu'il a un fonctionnement qui est celui qu'on connaît, et parce qu'il pèse très très lourd, en fait. C'est ça, non, mais c'est que soit à un moment donné, comme je le disais, on arrive sur des points qui ne fonctionnent vraiment pas à mettre en place, nous, une mécanique pour nous y retrouver, mais dans tous les cas, ça après, voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je pense que c'est une mécanique de pensée qui est importante dans la vie de tous les jours, mais ça sert à rien de se concentrer sur le négatif si on n'essaye pas de chercher des solutions. Et sachant que pour moi, on va avoir tout le temps d'en parler après, je ne pense pas que la manifestation soit une solution. Très bien. Eh bien, merci à toi en tout cas pour cette intervention. On se retrouve la semaine prochaine pour parler manifestation, pour parler comment travailler avec les plateformes en 2020. Du coup, le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ride safe. Ciao, ciao. Man, I love this shit. Ayo, I love this shit. Ayo, there ain't nothing like rumbling on the mic, saying something real clever undercover when I write. Young and wonder what it like. I say it's something like